Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Dev Café, l'émission d'une dizaine de minutes qui résume les infos autour du mobile. Et d'ailleurs ce numéro est un tout petit peu particulier puisque la barre symbolique de la 100e est désormais franchie. Et je voulais vraiment tous vous remercier car quand j'ai commencé en juillet, je m'étais donné jusqu'en septembre. Et finalement vous êtes de plus en plus nombreux à regarder. Alors certes, je fais pas des millions de vues, mais honnêtement tous les commentaires que vous me laissez chaque jour, ça me motive à continuer. Et j'espère donc qu'on va atteindre la fameuse barre des 200. Au final, je vais pas vous faire une édition spéciale aujourd'hui car finalement il y a pas mal d'infos autour d'iOS et d'Android et même quelques autres petits sujets. Du coup, sans plus attendre, je vous propose qu'on les regarde ensemble. On commence par la présentation d'une nouvelle fonctionnalité, ce qui est quand même assez rare en cette période, et ça concerne AppWrite qui est un back-end as a service comme Firebase ou AWS Amplify, mais qui est cette fois-ci totalement open source. Mais en revanche, vous devez l'héberger vous-même car eux ne font que maintenir le projet. Mais vous pouvez quand même le faire tourner sans problème sur un Raspberry Pi par exemple, car ça supporte les processeurs ARM. Mais bon, tout ce blabla et je vous ai pas dit la nouveauté, il s'agit de la mise à disposition d'une API en GraphQL. Alors concrètement, vous allez pouvoir gérer l'authentification, les bases de données, le stockage et les fonctions. En gros, tout ce qu'AppWrite propose, mais cette fois-ci en GraphQL, sachant qu'il existe déjà des API en REST. Par ailleurs, un GraphQL Explorer est proposé pour vous permettre de tout tester, sachant que les SDK ont aussi été mises à jour pour le supporter sur Android, iOS, le web et Flutter. Et enfin, d'autres modifications arrivent avec cette version 1.2 dont des améliorations sur la traduction française. Place maintenant à l'univers Apple où une faille de sécurité sur iOS 16.1.2 permet de modifier les polices du système sans avoir besoin de jailbreaker le téléphone. Vous pouvez donc remplacer la police par défaut qui s'appelle San Francisco par à peu près tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs, si vous voulez vous amuser, aucune crainte à avoir, car dès que vous redémarrez le téléphone, tout va se réinitialiser, et donc si ça vous intéresse, il suffit de cloner le repo sur GitHub et de le compiler avec Xcode pour l'installer. Bref, c'est certes une faille de sécurité, mais qui n'est pas vraiment méchante. Toujours chez Apple, et plus précisément sur les iPhone 14, la fonctionnalité de détection des accidents en voiture s'était déjà faite remarquer pour ses faux positifs il y a quelques semaines, notamment dans les manèges des parcs d'attractions. Mais ces faux positifs seraient finalement beaucoup plus nombreux puisque les services d'urgence américains, le fameux 911, voient depuis septembre une augmentation spectaculaire. Alors Apple avait certes essayé de rectifier le tir avec la version 16.1.2 en novembre, mais a priori la tendance reste toujours la même. Et c'est justement ce que confirme le journal Le Colorado Sun qui a indiqué que le week-end dernier, 71 alertes ont été lancées pour des skieurs sur un seul domaine skiable. A priori, Apple va quand même devoir réagir assez vite car ces appels peuvent faire déplacer les secours pour rien alors qu'ils auraient pu être utiles dans d'autres situations. En tout cas, à mon avis, la situation va vite changer car on ne rigole pas avec ce genre de fausses infos, surtout aux US. Et d'ailleurs, sur les iPhone 14, il y a aussi la possibilité de contacter les urgences par l'intermédiaire d'une communication par satellite. Et de son côté, Huawei a aussi annoncé un téléphone avec les mêmes capacités sans pour autant préciser la date de dispo. Mais au final, peu importe, car cet article estime que tous les téléphones 5G vont devenir compatibles dans l'avenir sans même avoir utilisé une nouvelle puce. C'est notamment ce qu'a commencé à faire aux US T-Mobile avec le réseau Starlink d'Elon Musk pour couvrir les zones qui n'ont pas de 5G. Et en parallèle, la société AST Space Mobile prévoit de lancer en 2023 5 satellites qui seraient ensuite utilisés par les opérateurs dès 2024. Alors contrairement à Apple qui n'envoie que quelques données sur la localisation, les opérateurs auraient ici la possibilité de l'utiliser pour l'envoi de messages, les appels, voire même la transmission de données à haut débit. Et il y a également une autre société qui s'appelle cette fois-ci Link Global et qui prévoit la même chose mais pour une exploitation un peu plus tard, en 2027. Dans les deux cas, les satellites seront situés à environ 500 km au-dessus de nos têtes, ce qui ne devrait pas améliorer la poubelle qui est en train de devenir notre espace. Allez, place à notre pause habituelle en plein milieu de l'émission pour les actus en bref. Phénomène rarissime, Apple a enchaîné mercredi et pour le 3e jour consécutif une séance négative en bourse. Le cours de l'action n'avait jamais été aussi bas depuis 2021. Depuis le début de l'année 2022, c'est même une chute de plus de 28% du cours. Et les ennuis ne s'arrêtent pas là puisque les autorités fiscales japonaises ont découvert que 24 000 transactions avaient échappé à une taxe pendant les 6 premiers mois de l'année. Au titre du recouvrement et des pénalités, la marque devra payer 61 milliards d'euros. Sur un sujet bien plus léger, Samsung fait des éditions spéciales de ses téléphones pour Pokémon ou encore Genshin Impact. Les 100 unités du modèle collector du Galaxy Z Fold 4, pourtant vendues pour 1750 € environ, se sont écoulées en seulement 14 minutes en Corée du Sud. Ces dernières années, les cyberattaques se sont multipliées à tel point que les assureurs se montrent de plus en plus frileux.
un assureur suisse, a déclaré au Financial Times que ce risque pourrait devenir inassurable dans les années à venir. C'est notamment arrivé en 2019 où le géant de l'alimentation Mondelez s'était vu refuser la prise en charge. Substack est une plateforme de newsletter qui permet de monétiser facilement son contenu. Dans une mention sur Twitter, Elon Musk s'est dit ouvert à l'idée de racheter la plateforme pour l'intégrer à Twitter, n'hésitant pas à tacler les médias d'entreprise d'obsolètes. Sans transition, nous ne sommes pas les seuls à faire des bugs dans nos applications puisque le télescope James Webb a dû passer en mode sécurisé depuis début décembre. La NASA a en effet indiqué qu'une défaillance logicielle s'était produite dans le système de contrôle de l'altitude. Par conséquent, pendant plusieurs jours, aucune observation n'a été réalisée, mais la NASA indique que tout est revenu à la normale depuis. Pour conclure, retour en arrière puisqu'une vieille vidéo de l'actuel PDG de Microsoft, Satya Nadella, a été découverte. Publié en 1993, il y fait l'éloge de Windows NT et d'Excel pour démontrer les fonctionnalités spectaculaires du tableur. On reprend avec deux informations assez rapidement. D'un côté, Ubuntu Touch n'est plus supporté par Canonical depuis 2017, mais ça a été repris par la communauté qui s'appelle UbiPorts. Malheureusement, la version stable actuelle, elle utilise une version de 2016 d'Ubuntu, mais pour offrir un cadeau de Noël à la communauté, UbiPorts a annoncé un passage en 20.04, et c'est d'ailleurs testable dès à présent à travers des bêtas. Et l'autre sujet concerne Android, dont l'implémentation du DHCP n'est pas complète. En effet, il y a l'option 121 des itinéraires statiques sans classe, qui n'est pas intégrée, ce qui est pourtant assez répandu si on souhaite distribuer des routes statiques en DHCP. Et c'est certes plutôt pour un usage en entreprise, mais c'est un bug qui avait été signalé en 2018, avant qu'un ingénieur de Google décide en 2020 de ne pas l'inclure, car soi-disant obsolète. Mais dans la mesure où c'est un standard, eh ben non, tout simplement ça ne peut pas être obsolète. Du coup, un nouveau ticket vient d'être créé, et n'hésitez pas à faire un petit +1, car même si vous ne l'utilisez pas, bah c'est pas normal. Du coup, comme d'habitude, le lien vers le bug est en description. Ensuite, sur Reddit, un étudiant s'est plaint d'avoir eu son compte supprimé, mais c'est plutôt une des réponses qui est intéressante, puisqu'elle liste toutes les pratiques à éviter. Alors pour la faire simple, il est recommandé d'utiliser des comptes différents entre les différents services pour éviter le pire en cas de suppression dans le compte. Mais avoir autant de comptes peut aussi servir pour limiter le scope si quelqu'un en prend le contrôle, et c'était justement la raison du post sur Reddit où le développeur avait partagé ses accès et a perdu son compte développeur Google Play, car d'autres personnes ont fait n'importe quoi avec. Bref, c'est une petite checklist bien pratique. Et on termine par ce que ce site appelle une faille de sécurité, mais je sais pas vraiment si on peut le considérer en tant que tel. Alors en tout cas, je vous le présente et vous me direz ça en commentaire. L'idée c'est qu'en écoutant un téléphone, on est capable de déterminer le sexe de la personne qui parle, voire même de l'identifier. Alors cet exploit a été trouvé par 5 universités américaines et consiste à utiliser les capteurs de mouvement comme l'accéléromètre et le gyroscope pour détecter les réverbérations des haut-parleurs des téléphones. Mais rassurez-vous, si vous utilisez des écouteurs ou utilisez directement le téléphone à votre oreille, vous ne craignez rien. Et si on précise un peu les choses, les téléphones actuels ont des haut-parleurs stéréo, ce qui améliore certes la qualité, mais ils émettent aussi des vibrations qui sont beaucoup plus distinguables. Et comme on le voit très bien sur ce graphique, de gauche à droite, on a un vieux OnePlus 3T, un OnePlus 7T porté à l'oreille, et enfin le dernier c'est à nouveau le 7T, mais avec un haut-parleur. Et en mettant un algo de machine learning par-dessus, ils sont arrivés à détecter le sexe avec une précision comprise entre 77 et 98%. Pour ce qui est de la détection de l'identité, c'est entre 63 et 91% selon les tests et les modèles de téléphone. Mais tout ça, ça nécessite de mettre un son relativement élevé car la précision baisse dès que le volume est moins fort. Et en plus, sur Android 13, il y a des restrictions sur le taux d'échantillonnage que les applications peuvent récupérer sans en demander la permission, puisque ça se limite à 200 Hz. Mais selon les chercheurs, cette restriction n'est pas si importante car elle ne fait diminuer la précision que de 10%. Bref, je vous laisse me dire si ce genre de faille vous inquiète car j'ai quand même du mal à en trouver une exploitation réelle de manière malveillante. Et juste avant de se quitter, place à l'outil du jour qui n'est pas vraiment pour le développement mais plutôt pour les jeux, car bon, on va dire quand même que c'est la période de l'année où vous pouvez en profiter. Alors concrètement, le service Quantify permet d'héberger des jeux et ensuite de permettre à n'importe qui d'y jouer sur un navigateur et à plusieurs. Alors ça marche avec les bibliothèques de Steam, GOG et Epic Games, sachant qu'il vous faut en revanche un serveur pour héberger tout ça. En gros, c'est un peu l'équivalent de GeForce Now ou de Nvidia, mais avec tout le code en open source. Alors j'ai pas de quoi tester en ce moment, mais dans la description sur GitHub, il parle d'un partage d'applications. Du coup, si vous avez le matériel nécessaire pour tester, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous arrivez à faire avec. Et voilà, c'était tout pour ce numéro 100. À nouveau, un énorme merci à tous d'écouter chaque jour Dev Café. Bon, demain, il y aura probablement un tuto parce que l'actu est un peu moins importante. Ce sera probablement sur Pocket Base qui est un backend qui tient sur un seul fichier.
En attendant, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et rendez-vous du coup demain pour une nouvelle vidéo.